Jane Addams abritait maintenant un monstre et les femmes de la rue Taylor voulaient toutes le voir. Elles vont même jusqu'à assiéger le refuge en demandant qu'on leur montre l'enfant. Elles veulent voir le démon en chair et en os. Elles insistaient pour voir une manifestation concrète du bien et du mal qui existe dans le monde et savoir ce qui arrivait lorsqu'un homme maltraitait sa femme et qu'il était hostile à ses besoins. Durant les 6 semaines suivantes, Jane et ses collègues sont littéralement assiégés par ces femmes. Elles reçoivent des appels de partout à travers le pays. Poussées par un vent d'hystérie collective, les rumeurs sont maintenant perçues comme des réalités. Rien ne pouvait les convaincre que ces histoires de démons étaient ridicules parce que les gens croyaient savoir à quoi ressemblait ce bébé. Ils croyaient qu'il avait des sabots, une queue et des oreilles pointues comme le diable. Ils pensaient que l'enfant pouvait parler et qu'il passait son temps à proférer des blasphèmes et des jurons de toutes sortes contre ses parents. Voyant la tournure des événements, Addams décide de rencontrer ces femmes et de parler à chacune d'entre elles. Lentement, elle commence à comprendre la source de leurs craintes. À mesure que ces femmes s'expriment, leurs propres démons font surface. Pour elles, ce bébé du diable est l'incarnation même de la violence dont elles souffrent chez elles. À un moment donné, elles se sont vraiment laissées aller à dire ce qu'elles avaient sur le cœur. Elles ont raconté comment était leur vie à la maison et ce qu'elles devaient endurer chaque jour. Addams a réalisé que ces femmes en avaient vu de toutes les couleurs. Elle trouve enfin quelqu'un qui pourra prendre leur défense. Il fallait mettre fin aux souffrances de ces femmes. Et malgré les péchés de leur père, les enfants n'étaient que d'innocentes victimes. Croyant que la présence du démon n'est qu'une réaffirmation de leur foi, elles réalisent alors qu'elles seront protégées si elles investissent leur cœur dans la gloire du bien. D'une certaine façon, ce bébé du diable représentait une sorte de symbole d'espoir. C'est comme une preuve que la puissance divine peut pénétrer notre monde de façon surnaturelle et que, conséquemment, on peut se tourner vers Dieu pour obtenir sa protection toute puissante. Personne ne sait ce qu'est devenu cet enfant handicapé. Certains prétendent que Jane l'a amené à l'église pour sauver son âme. Qu'elle a elle-même participé à son baptême et à la préparation de l'eau bénite. Mais lorsqu'elle a voulu approcher l'enfant, son châle était vide. Le bébé avait disparu. Était-il vraiment parti? Certains croient que l'enfant est encore ici, à l'endroit même où il a vécu quelque temps avant de mourir. Un endroit sans danger, un véritable sanctuaire. Aujourd'hui, le refuge Hull House attire encore des curieux, comme le docteur Joe Troiani, un psychologue qui a vécu des moments troublants ici, un certain vendredi 13. Une des choses qui m'a le plus étonné, c'est cette personne ou cette image d'une personne que j'ai aperçue à travers les fenêtres du centre. Je trouvais étrange qu'on ne puisse pas distinguer ses traits. On ne voyait qu'une silhouette vague et très sombre qui se déplaçait d'un côté à l'autre et qui semblait parfois nous regarder. L'esprit de l'enfant hante maintenant le refuge Hull House comme une berceuse éthérée. C'est une histoire troublante. Une hantise est quelque chose qui se répète continuellement, qui se déplace et qui progresse. C'est une impression qui ne nous quitte jamais. L'endroit sera donc toujours hanté. Un bébé du diable ou un esprit qui nous rappelle l'histoire douloureuse d'un enfant né dans la violence pour ensuite fuir dans la peur. Un enfant qui se terre encore quelque part dans un coin, tout seul. Après la pause, le procès du siècle. Quelqu'un devrait en payer le prix. L'histoire de la première femme exécutée par le gouvernement américain. Un esprit qui refuse de partir.
Aussi, l'histoire d'une femme qui visite encore cette maison étrange pour y hanter de longs corridors et de nombreux escaliers insolites. Les rêves inépuisables d'une veuve esseulée qui vibre encore derrière des portes secrètes. En 1865, Mary Surratt a été la première femme exécutée par le gouvernement des États-Unis. Elle a été condamnée à la peine de mort pour complicité dans l'assassinat du président Abraham Lincoln. Mary était une mère affectueuse et une épouse trompée. Mais était-elle une meurtrière? Aujourd'hui, elle se bat encore pour obtenir justice et ce combat sera éternel. Certains prétendent que son esprit hante deux endroits différents. Le Quarters 20 à Washington, là où elle avait été incarcérée et exécutée, et sa vieille maison de Surrattsville au Maryland. Mary y avait établi domicile avec John Surratt, son mari, en 1840. Ils élevaient leurs enfants au premier étage et ils opéraient une taverne et un bureau de poste au rez-de-chaussée. Aujourd'hui, à cause de son rôle historique, la maison sert de musée. L'endroit avait joué un rôle marquant dans l'histoire de Mary et l'esprit de la femme y vit encore. Durant les jours précédant notre acquisition du centre de visite, mon bureau était dans cette petite pièce, juste au haut de l'escalier. Très souvent, j'étais seule dans la maison à travailler à mon pupitre et j'avais l'impression qu'il y avait une présence qui marchait près de moi. Elle s'arrêtait brièvement sur le seuil de la porte pour voir ce que je faisais, puis elle se dirigeait vers la pièce d'à côté. John est issu d'une famille riche et Mary est convaincue qu'il prendra soin d'elle. Elle est animée de rêves romantiques, mais très bientôt, ses rêves allaient s'écrouler. Peu après leur mariage, John a été accusé de paternité par une autre jeune femme du voisinage. Les choses ont semblé se détériorer à partir de ce moment-là. Alors que John tente de s'évader dans l'alcool, Mary doit faire face à de nouvelles réalités. Le couple a 3 enfants. John passe tout son temps dans la taverne du rez-de-chaussée et Mary est profondément malheureuse. Le lit conjugal est froid. Mary se confie alors à un prêtre. Rapidement, on la soupçonne de vivre une relation amoureuse et le prêtre est transféré. Mary était une femme très pieuse et une mère très attentive. Mais je pense qu'elle était aussi une femme très seule, qui était en manque d'amour. Dans une lettre au prêtre, elle dit « La douleur de ne plus vous voir me pousse à vous écrire, malgré les larmes qui m'aveuglent. » Puis John, son mari, loue des chambres au premier étage à des voyageurs. Peut-être jaloux de son affection pour le prêtre, il demande alors à sa femme de divertir les clients pour de l'argent. Dans une de ses lettres au prêtre, elle termine par quelques phrases obscures dans lesquelles elle lui demande de la bénir parce que son mari l'avait menacée de la tuer si elle ne faisait pas ce qu'il lui demandait. Évidemment, lorsqu'on lit ça aujourd'hui, on peut imaginer toutes sortes de détails scabreux. On peut supposer qu'il était question de prostitution. Mais le calvaire de la femme prend fin soudainement. Après 22 ans de mariage, John Surratt meurt finalement d'alcoolisme. La guerre civile est maintenant imminente. Surrattsville devient un endroit dangereux. Mary loue alors sa maison et elle quitte avec sa fille Anna et son fils John Jr. Elle déménage dans la capitale nationale encore appelée Washington City à cette époque. C'est une ville de boue et de monuments, un centre de décision en même temps qu'une ville rurale. Avec l'arrivée de cette guerre meurtrière, les rues grouillent de soldats, de conspirateurs et d'espions. Mary et ses 2 enfants, Anna et John Jr., s'installent au 541 rue H. Elle commence à y louer des chambres. John Jr. devient messager secret pour l'armée confédérée du Sud. Et sans le vouloir, il met sa mère en danger. Mary Surratt n'avait peut-être plus la même foi religieuse. Elle croyait peut-être qu'elle avait un diable sur une épaule et un ange sur l'autre.
Je suis certain que plusieurs membres de la famille Surratt ont cru plus tard que le démon s'était installé dans la maison lorsque John Wilkes Booth est arrivé dans le décor. Booth est un acteur populaire, célèbre pour son charme suave de sudiste. Un séducteur notoire qui fait soupirer les femmes autour de lui. Booth était un charmeur qui se distinguait des hommes sans charme de Washington City, où tout le monde luttait pour se tailler une place. Il paraissait très sûr de lui. Il donnait toujours l'impression de vous faire le privilège de sa compagnie. Lorsque Booth passait à cheval dans les rues de Washington, même les hommes soulignaient son élégance. Ils disaient que Booth était probablement l'homme le plus élégant de la ville. Booth ne pouvait résister au défi de séduire émotionnellement des femmes d'âge mûr. Essentiellement, il était le Tom Cruise de son temps. Comme acteur, il était particulièrement brillant et il avait beaucoup de succès. C'était un homme agréable qui avait beaucoup d'amis. Pour Mary Surratt, qui vivait des heures solitaires très douloureuses, il était un homme très attirant et il la regardait continuellement avec de grands yeux tendres. Elle en discutait probablement avec ses voisines, en leur parlant des visites de Booth. Mais au-delà de son image séduisante, Booth est passionné par la cause sudiste. Il perçoit Abraham Lincoln comme un tyran. Il sait que si quelqu'un parvient à éliminer Lincoln, la guerre prendra rapidement une toute autre tournure. Ses nouveaux amis pourraient être très utiles à sa cause, et il sait comment s'allier des complices. Il en trouve justement chez les Surratt. John Wilkes Booth avait un côté caché, un côté terrifiant lorsqu'il décidait de contrôler et d'utiliser des gens. Qu'il s'agisse de séduction émotionnelle ou physique, Mary Surratt se liait au diable en s'intéressant à John Wilkes Booth. En 1865, la guerre tourne clairement à la faveur des nordistes. Richmond tombe et le général Lee se rend. John Wilkes Booth est maintenant obsédé par des idées de vengeance. Il veut que Lincoln meure. Le complot pour assassiner Lincoln voit le jour ici, dans la maison de chambre de Mary Surratt sur la rue H. Booth implique le fils de Mary dans le complot. Mais est-ce que Mary le sait? Certains historiens prétendent qu'elle savait tout. Il aurait fallu qu'elle soit stupide pour ne pas réaliser ce qui se tramait chez elle. Je crois que la plupart des femmes savent essentiellement dans quoi sont impliqués leurs enfants. Qu'elle ait été au courant ou non, Mary était complètement sous l'emprise du charme de Booth. Il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait des gens qui l'entouraient et leur faire faire toutes sortes de choses. Le 14 avril 1865, Mary quitte Washington pour aller visiter sa maison de Surrattsville. Le jour même où Lincoln allait être assassiné. Elle prétendra plus tard que c'était pour aller y percevoir l'argent du loyer. Elle avait loué sa maison à un sympathisant sudiste nommé John Lloyd. Certains croient qu'elle était allée lui porter un message et qu'elle savait très bien que des armes à feu étaient cachées dans la maison. Plus tard, au cours de son procès, John Lloyd affirmera que Mary lui avait demandé de préparer les armes à feu lorsqu'elle était venue le visiter. Mais que s'est-il réellement passé à Surrattsville il y a 130 ans? L'esprit de Mary semble revenir ici régulièrement pour y revivre ces heures cruciales. Un soir, nous étions en train de travailler et nous avons tous été saisis d'étonnement au même moment. Nous avons tous entendu ce qui semblait être quelqu'un qui pénétrait par la porte du rez-de-chaussée et nous savions que la porte était verrouillée.
Puis nous avons entendu ce qui nous a semblé être quelqu'un qui traversait le corridor pour aller à l'autre bout de la maison. Nous avons alors décidé qu'il fallait tenter de savoir ce qui se passait. Un homme de notre groupe est demeuré en haut dans la bibliothèque, mais toutes les femmes sont descendues. Tout allait bien lorsque nous sommes arrivés dans le corridor. Il y avait beaucoup de lumière. Mais lorsque nous sommes arrivés au pied de l'escalier et que nous nous sommes engagés dans l'autre corridor, nous avons réalisé que nous nous dirigions dans une section de la maison où il n'y avait pas encore d'électricité. Par prudence, nous nous sommes tenus chacun par la main. J'étais en tête de file. Nous nous sommes dirigés vers l'arrière de la maison. J'avais peur de toucher quelque chose de froid et gluant. Je n'ai rien touché de tel et c'est pour ça que je travaille encore ici. Au retour de la pause, la conclusion de la liaison entre Mary Surratt et le diable. L'histoire d'un esprit hanté par sa propre histoire. Le 14 avril 1865, Mary Surratt retourne à sa maison de chambre de Washington. Au même moment, John Wilkes Booth se dirige vers le théâtre Ford, là où Abraham Lincoln assistait à une pièce de théâtre appelée Our American Cousin. À 22h15, Booth s'introduit dans la loge du président. Et là, il assassine froidement Abraham Lincoln. Puis il prend la fuite et il s'arrête un moment à la maison de Surrattsville. Il a besoin des armes qui y sont cachées pour se protéger de ceux qui le pourchassent. Le simple nom de John Wilkes Booth me donne des frissons. Comment cet homme diabolique avait-il pu commettre un tel crime? Il était le diable en personne. Les recherches pour trouver Booth mènent inévitablement à la maison de chambre de Mary à Washington. Les autorités appréhendent la femme ainsi que 8 autres personnes. Elle est ensuite formellement accusée d'avoir été au centre d'une vaste conspiration. Une semaine plus tard, des constables fédéraux abattent Booth. John, le fils de Mary, parvient à s'enfuir. Mary est mise au fer et conduite au pénitencier de Washington. L'endroit existe encore. C'est maintenant le Quarters 20, une résidence pour des officiers de l'armée. Leur prédécesseur avait enfermé Mary derrière ses murs en lui refusant toute forme de pitié. Et aujourd'hui, elle refuse de les quitter. Gina Cooper s'est installée ici il y a 3 ans. Son mari est officier. Lorsque nous sommes arrivés ici, les clés ne fonctionnaient pas. Nous sommes donc allés chez des voisins et nous leur avons demandé s'ils aimaient habiter ici. Ils nous ont dit qu'ils aimaient l'endroit, mais qu'il leur avait fallu s'adapter à la présence d'un fantôme. Alors que le gouvernement américain vit de grands bouleversements, Mary est emprisonnée ici dans ce qui est devenu un coin de l'appartement de Gina Cooper. À l'époque, cette pièce était la cellule 153. Dans le plus profond de son âme, Mary est submergée d'une peur sans pitié. Booth est mort, son fils est parti. Anna, sa fille, essaie de l'aider à soulager sa conscience. Encore aujourd'hui, certains prétendent qu'on peut entendre les échos des supplications de Mary le long de ses murs. Anne Gaiman, une voyante, affirme les entendre elle aussi. Je sens réellement sa présence partout. Je sens une profonde tristesse, comme si sa vie n'avait été qu'un échec. Elle est vraiment partout. Cet immeuble est imprégné de sa présence. Je pense que son esprit est demeuré sur Terre à cause de sa grande tristesse et de sa déception d'avoir eu à vivre une vie aussi malheureuse. Elle ne parvient tout simplement pas à quitter cet univers terrestre. J'ai l'impression qu'elle regarde à travers cette fenêtre et qu'elle regarde dans cette direction. Ici, sur ce qui est maintenant un court de tennis, s'érigeait jadis la Potence. Et c'est ici, en mai 1865, au 3e étage de Quarters 20, qu'a eu lieu le procès du siècle. Il y avait de nombreux éléments d'intrigue dans cette histoire. Le procès de Mary Surratt était un peu comme le procès O.J. Simpson de son temps. Mais il s'agit d'un procès militaire. L'accusé est considéré coupable jusqu'à ce qu'on prouve son innocence.
Le témoignage le plus incriminant est celui du locataire de Surrattsville. John Lloyd raconte à la cour que le jour de l'assassinat, Mary lui avait demandé de préparer les armes à feu. Les procureurs mettent l'accent sur la relation entre Mary et Booth. Les procureurs avaient certainement un agenda bien précis durant le procès de Mary Surratt. Ils voulaient établir qu'il y avait probablement eu une relation amoureuse physique entre elle et John Wilkes Booth. Ils ont entre autres beaucoup insisté sur le fait que plusieurs avaient entendu Mary Surratt appeler John Wilkes Booth son chéri. L'avocat de Mary prétend qu'il ne s'agissait là que d'un surnom amical. Il explique qu'elle avait été impliquée dans les machinations de Booth sans le vouloir. Mais le procès continue à mal tourner pour Mary. À mesure que le procès progressait, Mary a commencé à réaliser le sérieux des accusations qui pesaient contre elle et que, si elle était reconnue coupable, elle serait condamnée à la pendaison. Mary Surratt est finalement reconnue coupable, mais le procès est demeuré une source de controverse jusqu'à aujourd'hui. Mary Surratt était-elle réellement coupable de complicité dans le meurtre du président Lincoln? Je pense que non, mais elle était probablement coupable d'avoir trop aimé sans en réaliser les risques. Ce procès n'avait pas réellement essayé d'établir la vérité. Ce n'était pas une affaire de justice, mais de vengeance pure et simple. Le grand Abraham Lincoln venait d'être assassiné et quelqu'un devrait en payer le prix. Le tribunal militaire demande la clémence des autorités, mais le gouvernement ne veut rien entendre. Anna Surratt se rend donc à la Maison-Blanche pour demander qu'on épargne sa mère. Elle y rencontre la fille du président Andrew Johnson. La fille du président est arrivée dans le corridor et Anna était en train de pleurer, assise sur une marche de l'escalier. Anna l'a supplié d'aller voir son père et de lui demander de faire quelque chose pour sauver sa mère. La fille du président était sympathique à sa cause, mais elle lui a dit qu'elle ne pouvait rien faire. Un prêtre demeure avec Mary jusqu'à la fin. Pour sa dernière confession, elle lui murmure « Je suis innocente, mon père ». Finalement, le 7 juillet 1865, accompagnée du prêtre, on la sort de sa cellule et on la conduit à la potence. Il était environ 13h30 le 7 juillet. Une centaine de personnes qui étaient ici ont entendu du bruit à l'extérieur. Ils ont regardé dehors, ils ont vu les conspirateurs sortir de l'immeuble. Mary Surratt était en tête de file. Aujourd'hui, ce n'est qu'un court de tennis. Mais c'est ici qu'en 1865, Mary a été pendue. La première femme à être exécutée par le gouvernement des États-Unis. Des témoins ont raconté qu'il a fallu la traîner jusqu'à la potence. Les autorités lui avaient administré de puissants sédatifs la veille. Elle a fait le tour de l'échafaud et elle a monté les 13 marches. Puis elle a tourné vers la droite pour se diriger au bout de l'échafaud. Elle a pu voir les mâts des grands navires qui étaient là. Plusieurs navires avaient remonté la rivière Potomac pour que les gens puissent assister à sa pendaison. Parce qu'il faisait très chaud ce jour-là, environ 32 degrés Celsius, et que le temps était très humide, on lui a apporté une chaise. Puis quelqu'un a tenu un parapluie au-dessus de sa tête pour la protéger du soleil. On a ensuite attaché ses jambes et ses cuisses, et on lui a placé les mains derrière le dos. Les témoins racontaient qu'elle pleurait et qu'elle suppliait ses prêtres, le père Widget et le père Walter, en leur disant « Je suis innocente, mon père, je suis innocente ». Ils lui ont répondu « Faites la paix avec Dieu, mon enfant. Il est trop tard pour plaider votre innocence ». Et elle a répliqué « Ne me laissez pas tomber, s'il vous plaît, ne me laissez pas tomber ». Je ne sais pas comment Anna a fait pour survivre jusqu'à l'âge de 60 ans en traversant toutes ces épreuves. C'est certainement très difficile de voir sa mère être pendue ainsi. Le général Winfield Scott Hancock est en charge de la pendaison. Il s'est tourné vers un des avocats de Mary et il lui a dit « J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai livré de nombreux combats. J'ai vu beaucoup de sang répandu et j'ai beaucoup souffert. Mais j'aimerais mieux revivre chacun de ces moments que d'être ici et d'avoir à donner le signal pour qu'on pende cette pauvre femme. »
Le général Winfield Scott Hancock avait des soldats au fil qui allaient d'ici jusqu'aux portes de la Maison-Blanche, espérant une commutation de peine de la part du président Johnson. Mais il n'y a rien eu de tel et le général Winfield Scott Hancock s'est tourné vers le général Hartranft. Ce dernier a alors claqué des mains et des soldats qui étaient près de l'échafaud ont procédé à l'exécution. Et Mary Surratt a été pendue. Je peux encore entendre ce claquement des mains et le déclenchement de la potence. C'était horrible. Heureusement pour elle, selon les témoins, elle est morte presque instantanément. Elle a été la première des condamnés à mourir sans se débattre. Les autres conspirateurs ont remué durant de longues minutes au bout de leur corde. Mary Surratt est morte très rapidement. Deux ans plus tard, John Surratt, le fils de Mary, est finalement appréhendé en Europe, puis déporté vers Washington. Il est accusé de meurtre, mais le jury en arrive à un verdict nul. Le public en a assez de cette histoire et le gouvernement retire les accusations. Mary Surratt est enterrée dans un terrain privé de ce cimetière. Mais elle ne repose pas encore en paix. J'ai essayé de communiquer avec Mary, et ce n'est pas facile. Elle avait peut-être été victime de son environnement, et à cause de la nature horrible de ce crime, les gens l'ont peut-être jugé trop rapidement. J'essaie de lui dire que même si c'est difficile, elle n'a pas à revivre ces terribles événements sans arrêt. À un moment donné, comme nous tous, elle doit accepter que des choses difficiles peuvent arriver dans le cours d'une vie et qu'elle doit continuer son chemin maintenant. Mais, incapable de prouver son innocence, elle n'arrive pas à partir. Et à cause de ça, elle doit revivre son destin fatal et mourir encore et encore sur cet échafaud. Après la pause, une maison construite de solitude. L'histoire d'une veuve solitaire qui utilise sa fortune pour faire construire la plus grande maison jouet jamais vue. Une maison étrange où rien n'est rationnel. Voici l'arme qui a permis de conquérir le Far West. La carabine Winchester a répandu le sang partout sur son passage et elle s'est taillée une place dans l'histoire. Cette carabine est à l'origine de la fortune de la famille Winchester. C'est elle qui a payé la construction de cette énorme résidence ici, aux limites de San José, en Californie. Cette maison est une des plus étranges au monde. Ses 160 pièces s'étendent sur plus de 6 acres. Sarah Winchester l'a fait construire en guise de pénitence et l'endroit est devenu sa propre prison. Aujourd'hui, l'endroit est une attraction touristique et un fantastique monument d'excentricité. C'est là, dans ce labyrinthe de chambres sans fin, que Sarah se cache des fantômes. Elle vit maintenant dans l'au-delà, mais elle règne encore sur cette mystérieuse maison. Cette chaise berçante s'est mise à bouger. Je l'ai regardée et elle s'est arrêtée. Puis j'ai recommencé à peindre et elle s'est remise à bouger. C'était très étrange. Il y a eu de nombreuses choses insolites qui se sont produites comme ça dans cette maison. Sarah était une petite femme très belle qui avait conquis le cœur de l'héritier de la fortune des Winchester. Sarah Winchester était une femme très dynamique. Selon ce que j'ai pu lire à son sujet, elle était toute petite, mais elle était très cultivée. On raconte qu'elle parlait plusieurs langues. Elle était vraiment très instruite. Mais la fortune de Sarah ne pouvait pas la protéger contre les tragédies. Son bébé meurt très jeune.
Puis, 2 ans plus tard, Oliver Winchester, son mari, meurt à son tour en lui léguant une fortune de plusieurs millions. Et elle se retrouve toute seule. Alors que Sarah vit son deuil, l'arme portant son nom répand le sang partout à travers le pays. Durant les batailles féroces pour la conquête de l'Ouest, la carabine Winchester est l'arme de prédilection des colons et des autochtones. C'est la première arme à pouvoir faire feu à répétition et elle fait la fortune de la famille Winchester. Des esprits indiens sont en contact avec Rena White Star. Et depuis un certain temps, l'esprit de Sarah communique avec elle également. Sarah se sent coupable parce que sa famille a été impliquée dans la mort de milliers d'êtres humains et d'animaux. Elle est encore troublée par tout ce carnage. Elle craint que l'histoire de tous ces massacres ne se répète. Je ne suis pas certaine de ce que cela signifie. Elle n'arrête pas de dire que l'histoire va se répéter. Après la mort de son mari, Sarah se rend à Boston pour demander l'aide d'un voyant. Les esprits de ceux qui sont morts de ces carabines vous veulent du mal, lui explique-t-il. Allez vers l'ouest et bâtissez une maison pour les calmer. Des esprits positifs vont vous aider. Si vous arrêtez la construction, vous allez mourir. En 1884, Sarah prend donc la direction de l'ouest et elle se rend aux limites de San José en Californie. Elle y achète une maison de campagne de 8 pièces. Elle allait passer le reste de sa vie à l'agrandir. Elle engage des charpentiers, des maçons, des vitriers, des jardiniers. Durant près de 40 ans, ces gens travaillent sans relâche à la construction. Mais Sarah était-elle méthodique ou tout simplement folle? C'était une femme qui avait du pouvoir et de la force. Une femme de caractère et peut-être même une femme de mystère. Il est fascinant de voir comment elle a pu réaliser tout ça sans l'aide d'un mari. Elle a tout fait seule. Sarah est riche. À elle seule, sa salle de bal coûte plus de 10 fois le prix d'une maison moyenne. Sarah ne recule devant rien. Elle achète les plus beaux matériaux qui existent. Des parquets de bois de teck. Des papiers peints à relief français de 1 cm d'épaisseur. La maison est comme un grand labyrinthe de corridors qui montent et descendent sans raison, sans jamais mener nulle part. Elle fait construire des escaliers qui conduisent au plafond. Des armoires trop petites et des armoires trop grandes. Mais malgré toutes ces dépenses insensées, les revenus des armes à feu ne cessent de s'accumuler. Elle dépensait l'argent sans compter. Elle voulait écouler sa fortune aussi vite qu'elle le pouvait. Et en dépensant cet argent, elle a créé une maison qui est totalement irréelle et qui n'est même pas fonctionnelle. C'est une maison excentrique, mais il faut regarder au-delà de tous ces excès. Il faut essayer de savoir si elle s'intéressait réellement à tous ces détails de l'architecture ou si elle voulait uniquement s'amuser avec tout ça en créant une maison originale. Elle faisait peut-être ces choses seulement pour savoir de quoi ça aurait l'air. Ou encore elle a simplement voulu construire une maison jouet. Depuis maintenant une trentaine d'années, Sarah joue à cache-cache avec les fantômes de victimes d'armes à feu. Soir après soir, année après année, elle fait le même pèlerinage à travers les longs corridors d'un labyrinthe sans fin. Jusqu'au moment où elle atteint la chambre bleue, qui est au centre exact de la maison. La pièce où elle a l'habitude de se livrer à des séances au cours desquelles elle communique avec les morts. Elle rentre en contact avec son défunt mari et d'autres esprits positifs pour leur demander de la protéger contre les mauvais esprits. Les bons esprits lui répondent à travers une planchette, une sorte de Ouija magique. Elle comprenait bien les messages qu'elle recevait, mais elle ne faisait pas ça seulement pour elle. Elle voulait aussi aider sa famille et beaucoup d'autres gens.
Sarah crée des monuments à la mémoire des victimes d'armes à feu. Mais malgré tous ses efforts, les esprits de ses victimes continuent à la hanter. Chaque matin, elle visite ses jardins où elle tente d'interpréter les messages reçus la veille en espérant y trouver les lumières qui pourront la guider. Elle dessine plus de 600 pièces, tourelles, armoires et cheminées. À mesure que la fortune Winchester augmente, elle continue d'agrandir sa maison. Très souvent, elle démolit pour tout reconstruire en plus grand. Annette Martin, une voyante, est devenue familière avec l'esprit de Sarah et la maison qu'elle ne quittera jamais. Très souvent, elle s'asseyait là et elle jouait de l'orgue. Sarah a laissé sa marque ici parce qu'elle adorait jouer de l'orgue. Elle aimait beaucoup la musique. Essentiellement, elle adorait tout ce qui était beau. Sarah aimait également l'univers étrange de l'au-delà. C'était une femme mystique, et dans cet univers insolite, le chiffre 13 est sacré. Ce numéro chanceux se retrouve un peu partout dans la maison. L'escalier principal a 13 marches. Il y a 13 panneaux au plafond de sa salle de bal. Elle fait souder une 13e chandelle à ses chandeliers. Certaines de ses fenêtres sont conçues avec des symboles occultes, comme cette toile d'araignée. Mais Sarah est déjà prisonnière d'une toile qu'elle a confectionnée elle-même, prisonnière d'un univers qu'elle ne peut plus quitter. Elle passait tout son temps seule ici avec les esprits. Elle avait des domestiques et une secrétaire, mais elle consacrait toute sa vie à la recherche des esprits. Elle discutait avec ce qu'elle croyait être les esprits des morts. En 1906, la maison de Sarah est devenue un édifice de 7 étages. Mais ce sont les forces de la nature et non celles de l'au-delà qui ébranlent finalement la maison. En 1906, le grand tremblement de terre de San Francisco fait tomber les étages du haut. Sarah interprète l'événement comme un signal venant de l'au-delà. On raconte que Mme Winchester croyait que ce tremblement de terre était une sorte de message des esprits qui disaient qu'elle approchait la fin de sa construction ou qu'elle y dépensait beaucoup trop d'argent. Elle a donc condamné une trentaine de pièces qui étaient à l'avant de la maison et elle a poursuivi ses travaux à l'arrière plutôt qu'en hauteur. Il ne reste plus maintenant qu'une porte et des escaliers de la maison de campagne originale. Sarah poursuit sa construction sans relâche. Pour les gens de l'extérieur, elle représente un mystère, une sorte de silhouette perdue dans l'ombre, terrée derrière des centaines de murs. Au cours des années, plusieurs ouvriers sont terrifiés en travaillant ici. Sarah a sa façon à elle d'apparaître soudainement, comme si elle venait de passer à travers un mur. Et son fantôme en fait peut-être autant aujourd'hui. Un matin, j'étais ici très tôt en train de remplir un trou où on venait de faire passer des tuyaux. Et j'ai senti quelqu'un qui tirait sur l'arrière de mon collet. J'ai failli en tomber de mon échelle. Je me suis retourné et il n'y avait personne derrière moi. Il n'y avait rien qui aurait pu s'accrocher à mon collet. Tout de suite, je suis descendu de mon échelle et j'ai couru jusqu'en bas. Les hommes m'ont demandé pourquoi j'étais si pâle. J'étais terrifié. Il y avait vraiment quelque chose d'étrange dans cette maison. Madame Winchester a maintenant de nouvelles forces à son service, des forces spectrales. Un jour, nous sommes venus travailler très tôt le matin et nous marchions dans un corridor. Mais il y avait un homme qui était là. Sa silhouette était un peu nébuleuse, comme s'il avait été debout dans le brouillard. Je l'ai regardé un moment et il m'a regardé à son tour. Puis il a monté un escalier. Nous nous sommes approchés pour regarder vers le haut de l'escalier et il n'y avait personne. On n'entendait même pas le moindre bruit. Il y avait quelque chose de très étrange ce jour-là. Annette Martin peut sentir la présence de ce fantôme, celui d'un travailleur nommé Clyde qui avait participé à la construction. Je ressens clairement la présence de Clyde. Il protège Sarah et sa maison. Il est le gardien de la maison et des terrains qui l'entourent.
Il dit que Sarah et lui étaient de très bons amis. Elle cherchait la compagnie d'un homme et il s'est approché d'elle pour lui parler. Et maintenant, il dit qu'il lui arrivait parfois de monter dans sa chambre pour l'aborder. Il y avait ce genre d'amour et de compassion entre les deux. Il raconte aussi qu'il marche parfois dans les corridors et que certaines personnes l'ont vu. Mais il ne s'en inquiète pas. Il veut que les gens sachent qu'il est ici parce qu'il y est réellement. Il veut qu'on sache qu'il sera toujours là pour veiller sur la maison. Les esprits étaient appelés chaque soir lorsqu'on sonnait la cloche des Winchester. Certaines personnes ont entendu le son de l'orgue de Sarah longtemps après qu'elle soit devenue trop arthritique pour jouer. Au fil de sa construction, de nombreuses histoires de fantômes sont venues s'ajouter. Sarah s'est retirée dans son monde privé. Elle a construit un salon pour ses invités de l'au-delà. Et seuls les esprits pouvaient y entrer. Sarah se sentait très seule, parce que plusieurs femmes du coin n'acceptaient pas qu'elle puisse laisser son intelligence parler librement. Elle ne se cachait jamais derrière une façade. Elle disait ce qu'elle pensait et malheureusement, ces gens n'étaient pas prêts pour ça. L'isolement de Sarah est maintenant total. Elle se retire encore plus à l'intérieur de sa maison pour se mettre à l'abri des mauvais esprits, couchant dans des pièces différentes chaque soir. On raconte même que lorsque le président Roosevelt est venu lui rendre visite, elle l'a carrément chassé. Après presque 40 ans de solitude dans cette maison, Sarah passe sa dernière nuit ici, en 1922. Cette année-là, la compagnie d'armes à feu Winchester cesse de réaliser des profits. Elle commence à s'éteindre avec la mort de Sarah. Le testament de Sarah comporte 13 sections et elle l'a signé 13 fois. Mais cette femme, qui avait plus d'argent qu'elle ne pouvait en dépenser, avait gardé son trésor le plus précieux solidement verrouillé. Dans son coffre-fort, on retrouve 2 mèches de cheveux, une de son mari et une autre de son bébé. Je comprends pourquoi elle avait conservé ses mèches de cheveux. J'ai eu moi aussi un bébé qui est mort très jeune. Les souvenirs qu'on garde d'un enfant ou d'un mari qui vient de mourir sont des choses très précieuses. On ne peut ramener ces êtres chers à la vie et on garde des souvenirs qui demeurent près d'eux. Le fait qu'elle ait gardé ses mèches de cheveux dans son coffre-fort nous en dit long sur Sarah Winchester. La maison que Sarah a construite a été un tombeau où on a enterré les profits de la violence. Et un tombeau où elle a elle-même été enterrée. Je crois que l'esprit de Sarah Winchester est encore dans cette maison. Je pense qu'elle est partout, dans tout ce qu'on voit ici. Elle s'est impliquée dans chaque parcelle de ces murs. Cette maison est Sarah Winchester. Durant sa vie, la conscience de Sarah a été torturée par les esprits des victimes d'armes à feu. Sa maison est encore là pour nous le rappeler. Nous savons qu'elles sont là. Nous les avons vues et nous leur avons parlé. Ils nous ont hantés. Et pourtant, ce qui nous permet de voir leurs esprits tourmentés demeure mystère. Et même si leurs vies se sont éteintes il y a longtemps, leurs visages demeureront gravés de solitude, de meurtre et de passion pour l'éternité. Ces esprits troublés ne nous laisseront jamais les oublier.